Le mythe de la bibliothèque d'Alexandrie. Imaginez un lieu où toutes les connaissances du monde se trouvent réunies, les œuvres des plus grands philosophes, scientifiques, poètes et inventeurs. Un lieu où l'humanité cherchait à conserver toute la sagesse accumulée depuis l'aube de la civilisation. Ce lieu, c'est la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, symbole d'une ambition humaine sans limite. Mais derrière ce nom se cache un mythe. Que savons-nous réellement de cette bibliothèque? Que s'est-il passé dans cette ville antique, qui attire encore aujourd'hui les chercheurs, écrivains et rêveurs? Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, il nous interpelle sur notre rapport au savoir et à la mémoire collective. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant, à travers le temps et l'histoire, pour découvrir la réalité et les légendes de la bibliothèque d'Alexandrie. À la fin de ce récit, l'action que nous pourrons tous entreprendre est simple mais puissante: préserver et partager la connaissance pour les générations futures. La naissance d'Alexandrie et la vision d'Alexandre le Grand. Avant les livres, avant les bibliothèques, avant même l'idée de conserver le savoir, il y eut un homme, une vision, et une ville. Cette ville s'appelait Alexandrie. Le monde avant Alexandrie, un savoir fragmenté. Avant Alexandrie, le savoir humain était éparpillé, fragile, localisé. En Mésopotamie, les tablettes d'argile sumériennes conservaient les lois et les contes. En Égypte, les prêtres gardaient jalousement les textes sacrés dans les temples. En Grèce, les philosophes transmettaient le savoir oralement, de maître à disciple. En Inde, les Védas étaient récités pour éviter leur perte. En Chine, les écrits étaient réservés à l'administration impériale. Aucun lieu ne cherchait encore à rassembler tout le savoir du monde. Le savoir était local, fragile, dépendant de la mémoire humaine menacée par la guerre, le feu, l'oubli. C'est dans ce monde fragmenté qu'Alexandre apparaît. Alexandre le Grand, l'homme derrière la vision. Alexandre III de Macédoine naît en 356 avenue Jésus-Christ, fils du roi Philippe II et d'Olympia. Dès l'enfance, il est éduqué par Aristote. Il apprend la philosophie, la géographie, la médecine, la poésie d'Homère. Il développe une obsession: comprendre le monde pour le dominer. Dialogue fictif, Alexandre et Aristote. Alexandre: Maître, à quoi sert la conquête si elle ne laisse rien derrière elle? Aristote: à rien, si elle n'élève pas l'esprit autant que les frontières. Cette idée ne quittera jamais Alexandre. 332 avenue Jésus-Christ. La fondation d'Alexandrie. Alexandre arrive en Égypte en 332 avenue Jésus-Christ. Il est accueilli comme un libérateur, non comme un conquérant. Il observe la côte. Il ne choisit ni Memphis, ni Thèbes. Il choisit un endroit presque vide. Pourquoi? Accès direct à la Méditerranée. Carrefour entre Afrique, Asie et Europe. Port naturel exceptionnel. Position idéale pour le commerce et les idées. Alexandre trace lui-même le plan de la ville, dit-on, avec de la farine sur le sol. Alexandrie est conçue non comme une ville ordinaire, mais comme un centre du monde, une capitale intellectuelle, un pont entre les civilisations. Dinocrate est la ville parfaite. Alexandre confie la conception de la ville à Dinocrate de Rhodes. Urbanisme révolutionnaire. Plan en damier, inspiré d'Hippodamon. Grandes avenues. Quartiers spécialisés. Espaces publics monumentaux. Alexandrie n'est pas seulement belle. Elle est fonctionnelle pour la pensée. Lieu de débat, espace de transmission, institution savante prévue dès l'origine. C'est ici que l'idée du musée et de la bibliothèque prendra racine. Une ville cosmopolite dès sa naissance. Très vite, Alexandrie attire Grecs, Égyptiens, Juifs, Phéniciens, Perses, Nubiens, marchands, Indiens et Arabes. On y parle Grèce, égyptienne, araméen, hébreu. Alexandrie devient une expérience humaine unique. Des cultures différentes coexistent, échangent, débattent. Alexandre meurt, mais la vision survit. En 323 avenue Jésus-Christ, Alexandre meurt à Babylone, à seulement 32 ans. Il n'a jamais vu la bibliothèque achever, le musée fonctionnaire, l'explosion intellectuelle d'Alexandrie. Mais il laisse une idée, une ambition, une ville conçue pour le savoir. Héritage direct, le germe de la bibliothèque. Les successeurs d'Alexandre comprennent rapidement une chose. Gouverner les peuples est temporaire. Gouverner le savoir est éternel. C'est ici qu'intervient Ptolémée Ier, général d'Alexandre. Il décide de transformer Alexandrie en capitale intellectuelle du monde antique, sanctuaire du savoir universel. La bibliothèque n'est pas encore là. Mais l'idée est née. Alexandrie n'est pas née d'un hasard géographique. Elle est née d'une obsession, rassembler le monde, non seulement par l'épée, mais par l'esprit. Les Ptolémées et la construction du musée et de la bibliothèque. Fondue depuis une statue d'Alexandre vers un palais royal. Des torchers éclairent des couloirs de marbre. Une voix off reprend. Alexandre est mort. Mais son rêve refuse de mourir. À Alexandrie, une nouvelle dynastie comprend que le pouvoir ne se maintient pas seulement par les armes, mais par le contrôle du savoir. Après Alexandre, le chaos des héritiers.
À la mort d'Alexandre en 323 avenue Jésus-Christ, son empire n'a pas d'héritier clair. Ses généraux, appelés les diadoques, se partagent le monde. Séleuco prend l'Orient, Antigone revendique l'Asie mineure, Cassandre prend la Macédoine, Ptolémée s'empare de l'Égypte. L'empire est brisé, mais Alexandrie survit. Ptolémée Ier sauté, du général au stratège du savoir. Portrait narratif. Ptolémée Ier, compagnon proche d'Alexandre. Soldat pragmatique, politicien, calculateur, visionnaire, discret. Contrairement aux autres diadoques, Ptolémée comprend une chose essentielle. L'Égypte est stable. Alexandrie est jeune. Le savoir peut devenir une arme plus durable que les légions. Il ne cherche pas seulement à gouverner. Index revers pointant vers la droite blanc, il veut légitimer son pouvoir. Comment? En faisant d'Alexandrie le cœur intellectuel du monde grec, en attirant les plus grands savants, en contrôlant la mémoire du monde antique. Le musée, une institution révolutionnaire. Clarification essentielle. Le musée d'Alexandrie n'est pas un musée au sens moderne. Le mot vient de muséion, lieu consacré aux muses. C'est une université, un centre de recherche, une communauté de savants résidents financés intégralement par l'État. Les savants sont nourrices, logés, exemptés d'impôts payés pour penser, écrire, débattre. Une première dans l'histoire humaine. Le projet secret, rassembler tout le savoir humain. Ptolémée Ier fixe un objectif radical. Rassembler tous les livres du monde. Sans exception. Cela inclut poésie essienne semée de signes, géographie, religion, mythologie, lois, chroniques étrangères. Aucune civilisation n'est exclue. C'est une rupture totale avec la pensée antique, souvent ethnocentrée. Démétrio de Phalère, l'architecte intellectuel. Personnage clé souvent oublié. Démétrio de Phalère, philosophe athénien exilé, devient conseiller de Ptolémée, organisateur du musée, premier grand architecte intellectuel de la bibliothèque. Ancien disciple d'Aristote, il apporte la méthode aristotélicienne, la classification du savoir, l'idée de catalogage. Dialogue fictif, Ptolémée ou Démétrio. Ptolémée, peut-on vraiment rassembler tous les livres du monde? Démétrio, non. Mais tenter de le faire changera l'histoire. Naissance concrète de la bibliothèque. La bibliothèque n'est pas un bâtiment unique au départ. Elle est intégrée au musée, répartie en salles spécialisées, complétée par une bibliothèque secondaire au Sérapéum. Les rouleaux sont stockés dans des niches murales protégées de l'humidité, classées par discipline et origine. On parle déjà de centaines de milliers de rouleaux. Une politique agressive de collecte. Sous Ptolémée Ier, puis surtout Ptolémée II Philadelphe, la collecte devient systématique. Méthodes utilisées. Achat massif de manuscrits, envoi d'émissaires dans tout le monde connu, copie forcée de textes étrangers, confiscation temporaire des rouleaux des navires. Anecdote célèbre. Les textes originaux sont parfois conservés, et seules des copies sont rendues aux propriétaires. Alexandrie devient un aspirateur à savoir. La Septante, un tournant historique. Sous Ptolémée II, un projet symbolique voit le jour. La traduction de la Torah hébraïque en grec, la Septante. 72 savants juifs invités à Alexandrie, traduction destinée à intégrer le texte sacré au savoir universel, acte politique et culturel majeur. Pour la première fois, un texte religieux est traduit, étudié, comparé. Dans un cadre scientifique. Le savoir devient pouvoir. La bibliothèque n'est pas neutre. Elle sert à former les élites, s'écrire l'histoire officielle, définir ce qui mérite d'être conservé. Celui qui contrôle les archives. Index revers pointant vers la droite blanc contrôle la mémoire collective. Les Ptolémées le savent. Organisation, vie interne et naissance d'une machine à savoir. Une bibliothèque n'est pas seulement un lieu. C'est un organisme vivant. Et à Alexandrie, cet organisme allait devenir le plus complexe jamais conçu par l'humanité antique. La bibliothèque comme système, pas comme bâtiment. Contrairement au mythe populaire, la bibliothèque d'Alexandrie n'est pas une seule salle gigantesque. Elle est un réseau de salles intégrées au musée, prolongé par des bibliothèques annexes reliées au pouvoir royal. C'est un système intellectuel centralisé. Chaque salle a une fonction. Lecture, copie, correction, classement de débat. Le cœur invisible, le catalogage. Callimaque de Cyrène, l'homme qui classa le monde. Sous Ptolémée II, un poète et érudit nommé Callimaque crée une œuvre monumentale. L'Épinaque. Premier catalogue bibliographique de l'histoire, plus de 120 rouleaux, classement par discipline, autre origine, résumé de l'œuvre. Un savant pouvait demander « Donne-moi tous les textes médicaux écrits avant Hippocrate ». Index revers pointant vers la droite blanc, et les bibliothécaires pouvaient répondre. C'est une révolution silencieuse. Les bibliothécaires, gardiens du monde écrit. Les bibliothécaires ne sont pas de simples archivistes. Ils sont philosophes, scientifiques, critiques, éditeurs, parfois censeurs. Ils comparent les versions d'un texte et corrigent les erreurs, décidant quelle version est authentique. Ils façonnent la vérité écrite.
La vie quotidienne des savants. Immersion narrative. L'aube se lève sur Alexandrie. Les savants prennent leur repas en commun, les débats commencent dès le matin, on discute. Du mouvement des étoiles est l'anatomie humaine, la nature de la Mède, la géographie du monde. Une science sans frontières religieuses. À Alexandrie. Les dieux grecs, les divinités égyptiennes, le texte juif. Coexistent dans les mêmes salles. Le savoir n'est pas subordonné au culte. C'est une rupture majeure dans l'histoire humaine. Traduire pour comprendre, comprendre pour dominer. La traduction devient une priorité. On traduit du grec vers l'égyptien, de l'hébreu vers le grec, du perse vers le grec, du babylonien vers le grec. Chaque traduction est une interprétation, une adaptation, parfois une déformation. Intrigue intellectuelle. Deux traductions différentes d'un même texte peuvent provoquer des débats violents entre savants. La bibliothèque comme arme diplomatique. Ptolémée II comprend que la bibliothèque est aussi un outil d'influence, une vitrine de prestige. Les rois étrangers envoient des livres comme cadeau, demandent des copies, se reconnaissent Alexandrie comme autorité intellectuelle. Refuser un texte à Alexandrie, c'est s'exclure du monde savant. Tensions internes et jalousie. Le pouvoir du savoir crée des conflits. Rivalité entre savantes, accusations de plagiat, lutte pour devenir bibliothécaire en chef. Certains érudits sont discrédités, exilés, ou privés d'accès aux collections. Le savoir n'est jamais neutre. Le financement, une volonté politique constante. Tout est payé par l'État. Papyrus ancre scribes logements repas voyage. Tant que les Ptolémées soutiennent la bibliothèque, elle prospère. Mais cette dépendance est aussi sa faiblesse future. Alexandrie dépasse Athènes. Peu à peu, Athènes décline, Alexandrie devient la nouvelle capitale intellectuelle. Les étudiants affluent. Les manuscrits aussi. Le centre du monde savant a changé. À Alexandrie, le savoir cesse d'être un héritage fragile. Il devient une institution, une arme, une ambition. Mais toute machine, aussi puissante soit-elle, porte en elle les germes de sa chute. Les grands savants d'Alexandrie et les révolutions silencieuses. Une bibliothèque, aussi vaste soit-elle, n'est rien sans les esprits qui l'animent. À Alexandrie, ces esprits allaient repousser les limites de ce que l'humanité croyait possible. Alexandrie, une nouvelle définition du savant. Avant Alexandrie, le savant est souvent un philosophe isolé, un maître entouré de disciples, un penseur dépendant de mécènes instables. À Alexandrie, une rupture se produit. Index revers pointant vers la droite, blanc, le savant devient un professionnel du savoir. Il est payé pour penser, il travaille en équipe, il a accès à des archives mondiales, il débat quotidiennement avec d'autres disciplines. C'est la naissance de la science institutionnelle. Euclide, ordonner l'univers. Portrait intellectuel. Euclide arrive à Alexandrie vers 300 avenue Jésus-Christ. On sait peu de sa vie. Mais son œuvre est éternelle. Les éléments. 13 livres, axiomés, définitions, démonstrations rigoureuses. Révolution silencieuse. Euclide ne se contente pas de résoudre des problèmes. Il montre comment penser correctement. La méthode alexandrine. À Alexandrie, une méthode s'impose. Observation, hypothèse, débat, vérification, correction. Une approche quasi scientifique avant la science moderne. Les erreurs ne sont pas des échecs. Elles sont archivées. Ératosthène, mesurer la terre. Ératosthène, mesurer la terre. L'homme aux 1000 talents. Ératosthène de Cyrène. Mathématicien, géographe et poète, bibliothécaire en chef. Il est surnommé Bêta, le deuxième partout, mais excellent en tout. La scène historique, vers 240 avenue Jésus-Christ. Ératosthène apprend qu'à Sienne, à Swann. Le soleil éclaire le fond d'un puits au solstice, aucun ombre n'apparaît. À Alexandrie, au même moment. Une ombre existe. Il mesure l'angle. Il connaît la distance entre les deux villes. Il calcule la circonférence de la Terre. Résultat. Une erreur de moins de 2% par rapport à la valeur réelle. La Terre cesse d'être une abstraction. Aristarque de Samos, le soleil au centre. Bien avant Copernic, Aristarque ose l'impensable. Il affirme. La Terre tourne autour du soleil, les étoiles sont extrêmement lointaines. Réaction à Alexandrie. Fascination, incompréhension. Rejet partiel. Hérophile et Érasistrate, disséquer le corps humain. À Alexandrie, chose inimaginable ailleurs. On dissèque des corps humains. Hérophile. Identifie le cerveau comme siège de l'intelligence, décrit le système nerveux, distingue veines et artères. Érasistrate. Étudie le cœur comme pompe, décrit les valves, comprend la circulation partielle. Une révolution médicale qui sera perdue pendant des siècles après la chute d'Alexandrie. Les femmes du savoir, présence effacée. Les sources sont rares. Mais certaines femmes participent. À la copie, à la traduction, à l'enseignement. Alexandrie permet, plus que toute autre cité antique, une circulation féminine du savoir, même si elle reste marginale. Hypatie viendra plus tard. Mais le terrain est déjà préparé.
Le conflit entre tradition et innovation. Chaque avancée crée des tensions. Philosophes conservateurs prêtres inquiètes autorités politiques prudentes. Index revers pointant vers la droite blanc Alexandrie avance, mais sur une ligne fragile. À Alexandrie, des hommes ont mesuré la terre, déplacé le soleil, disséqué le corps et ordonné la pensée. Mais plus une lumière est forte, plus son ombre s'étend. Débat, conflit, erreur, censure et savoir perdu. Là où naît la connaissance, naît aussi le conflit. Alexandrie ne fut pas seulement un lieu de lumière, mais aussi d'ombre profonde. Le débat comme combat intellectuel. À Alexandrie, le débat n'est pas courtois. Il est public permanent parfois humiliant souffle brutal. Les savants débattent. Devant leurs pairs devant les bibliothécaires parfois devant les représentants royaux. Une mauvaise argumentation peut ruiner une carrière. Le plagiat, un crime intellectuel. La proximité des textes crée un nouveau problème. Le plagiat. Copier sans citer modifier légèrement une œuvre et s'approprier une idée étrangère. Les bibliothécaires deviennent des juges. Anecdote. Un savant est publiquement accusé d'avoir repris une démonstration babylonienne sans le mentionner. Il perd son accès à certaines salles. Le savoir a désormais des règles. Quand la vérité dérange le pouvoir. Certaines idées posent problème. La terre n'est pas le centre, les dieux ne gouvernent pas directement la nature, le corps humain obéit à des lois mécaniques. Ces idées menacent l'ordre religieux, ordre politique, mythe fondateur. Conséquence, certaines œuvres sont mises à l'écart, peu copiées, volontairement oubliées. L'erreur comme moteur du progrès. Alexandrie accepte une chose révolutionnaire. Le droit à l'erreur. Des calculs faux sont conservés. Des hypothèses rejetées restent archivées, des débats contradictoires coexistent. Mais cette tolérance a une limite. Le consensus politique. Aristarque réhabilité, puis effacé. Les idées d'Aristarque sur l'héliocentrisme sont connues et sont discutées et sont mathématiquement solides. Mais elles posent un problème. Index revers pointant vers la droite blanc, elle déplace l'homme du centre du cosmos. Résultat. Peu copié, rarement enseigné, progressivement marginalisé. La vérité peut survivre sans triompher. Les bibliothécaires comme filtre du réel. Les bibliothécaires décident. Quoi copier, combien de copies produire, quel texte enseigner. Ils ne brûlent pas toujours. Ils laissent mourir par négligence. Un texte non recopié est un texte condamné. Rivalité personnelle et intrigue. La proximité crée. Jalousie, clans, écoles opposées. Exemple fréquent. Mathématiciens contre philosophes, médecins contre prêtres, tradition grecque contre savoirs orientaux. Le savoir devient un champ de bataille idéologique. L'oubli volontaire de certains savoirs. Certains domaines déclinent. Mécanique avancée, automates, technologies hydrauliques, cartes très précises. Pourquoi? Peu utile, politiquement trop subversif, mal compris. Alexandrie ne perd pas seulement par destruction. Elle perd par sélection. Le paradoxe alexandrin. Alexandrie produit plus de savoir que jamais, mais concentre ce savoir en un seul lieu. Plus la bibliothèque devient indispensable. Plus elle devient vulnérable. Le savant face au temps. Beaucoup de savants meurent en sachant que leurs œuvres peuvent disparaître, leurs idées peuvent être déformées, leur nom peut être oublié. Les trésors de la bibliothèque, textes, cartes, sciences et secrets perdus. Si Alexandrie était un esprit, la bibliothèque en était la mémoire. Et cette mémoire contenait plus que des mots, elle contenait des mondes entiers. Combien de textes? La question qui obsède l'histoire. Les chiffres varient selon les sources antiques. 200 000 rouleaux, 4 cents 000 rouleaux, parfois jusqu'à 700 000. Mais une chose est certaine. Index revers pointant vers la droite blanc, aucune institution antique n'a jamais approché ce volume. Clarification essentielle. Un rouleau pas égal à un livre moderne. Un seul ouvrage peut nécessiter 310 parfois 40 rouleaux. La bibliothèque contenait des dizaines de milliers d'œuvres complètes. La diversité linguistique, le monde écrit en un seul lieu. À Alexandrie, on conserve et traduit. Grec ancien, dominant, égyptien, hiéroglyphique et démotique, hébreu, araméen, perse, babylonien, langue anatolienne, textes indiens transmis oralement puis fixés. La bibliothèque n'est pas grecque. Elle est universelle. Littérature, sauver les voix humaines. Œuvres littéraires majeures conservées. Homère, version comparée de l'Iliade et de l'Odyssée, tragédie de Sophocle, Euripide, Échille, poésie lyrique disparue ailleurs, épopée non grecque aujourd'hui totalement perdue. Travail des érudits. Comparer les versions, corriger les ajouts, identifier les interpolations. Sans Alexandrie, Homère lui-même aurait pu disparaître. Histoire, écrire le passé pour dominer le présent. La bibliothèque conserve. Chronique royales, récits de conquête, histoire locale des peuples soumis. Mais attention, l'histoire n'est jamais neutre. Les bibliothécaires, sélectionnant, corrigeant, parfois réécrivent. Alexandrie devient le lieu où l'histoire est fixée.
Ce qui n'est pas écrit ici risque d'être oublié ailleurs. Géographie et cartographie, dessiner le monde. Les cartes d'Alexandrie. Les géographes disposent de récits de marchands de journaux de bord de mesures astronomiques. Ils produisent cartes du bassin méditerranéen, routes commerciales africaines, description de l'Inde, hypothèses sur les terres occidentales. Certains historiens pensent que des cartes extrêmement avancées ont existé, puis ont disparu. Astronomie, lire le ciel pour comprendre la Terre. Les astronomes d'Alexandrie observent mouvements planétaires, éclipses et cycles solaires et lunaires. Ils compilent tables astronomiques, prédictions, modèles mathématiques. L'astronomie n'est pas astrologie. Elle devient une science calculée. Mathématiques, le langage caché du réel. Au-delà d'Euclide. Algèbre babylonienne intégrée, géométrie appliquée à l'architecture, calcul pour l'irrigation et la navigation. Les mathématiques deviennent un outil universel. Médecine, le corps comme machine. Les textes médicaux conservés inclus. Descriptions anatomiques, observations cliniques, pharmacopée étrangère. Des savoirs, indiens, égyptiens, grecs, sont comparés. Le corps cesse d'être sacré. Il devient compréhensible. Technologie perdue. La bibliothèque conserve des textes sûrs. Automates hydrauliques, machine de levage, horloge à eau, miroir brûlant. Beaucoup de ces savoirs ne survivront pas après Alexandrie. Textes religieux et mythologiques. Contrairement aux idées reçues, les textes sacrés sont étudiés, comparés, analysés. Mythes grecs, égyptiens, mésopotamiens sont mis en parallèle, dépouillés de leurs dogmes, étudiés comme récits humains. Une démarche extrêmement audacieuse pour l'époque. La bibliothèque d'Alexandrie ne conservait pas seulement des textes. Elle conservait les rêves, les peurs, les calculs et les erreurs de l'humanité tout entière. Savoir interdit, texte fantôme, est ce que l'humanité a probablement perdu à jamais. Ce que nous savons de la bibliothèque est déjà immense. Mais ce qui la rend mythique, c'est surtout ce que nous savons avoir perdu, sans jamais savoir exactement quoi. Les textes fantômes, œuvres citées mais jamais retrouvées. De nombreux auteurs antiques mentionnent des œuvres conservées à Alexandrie, mais dont aucun exemplaire n'a survécu. Exemple. Traité complet de mécanique avancée, histoires universelles de peuples disparus, carte du monde antérieur à l'époque romaine, épopée non grecque jamais retranscrite ailleurs. Nous savons qu'elle existait. Nous savons qu'elles furent lues, mais nous ne saurons jamais ce qu'elles contenaient. C'est ce vide qui nourrit le mythe. Science en avance sur leur temps. Certains textes laissent penser que les Alexandrins connaissaient des principes proches de l'inertie, de systèmes d'engrenage complexes, de machines automatiques programmables, de lois hydrauliques extrêmement précises. Problème. Ces savoirs n'étaient pas rentables politiquement, demandaient des infrastructures lourdes, étaient difficiles à transmettre sans démonstration. Ils disparaissent lentement, faute d'usage massif. Cartes interdites et géographie dérangeante. Certaines cartes auraient montré des terres au-delà des colonnes d'Hercule, de routes maritimes atlantiques, de continents hypothétiques. Intrigue historique. Ces cartes posaient un problème idéologique. Elles suggéraient que le monde connu n'était pas central. Elles relativisaient la puissance méditerranéenne. Résultat. Peu copiées, rarement diffusées, progressivement perdues. Savoir religieux comparé, une bombe intellectuelle. Comparer les mythes, c'était dangereux. Les savants alexandrins rapprochent Osiris, Dionysos et Mithra, analysent la Torah comme texte historique comparant les récits de création. Ces comparaisons fragilisent l'autorité religieuse, remettent en cause la révélation unique. Certains textes sont volontairement écartés, sinon recopiés, confinés aux archives internes. La frontière entre science et hérésie. À Alexandrie, une idée peut être scientifiquement valide mais politiquement dangereuse. Exemple. Univers infini, pluralité des mondes, relativité de la morale, lois naturelles indépendantes des dieux. Ces idées survivent parfois en marge, jamais au centre. Le secret comme outil de pouvoir. Tous les savoirs ne sont pas publics. Certains textes sont réservés au Royal Administrational Armée. Cartographie stratégique. Technique de siège. Médecine avancée pour l'élite. Le savoir devient stratifié. Le mythe des livres interdits. Contrairement au fantasme moderne, il n'existait pas de salle secrète magique. Mais il existait des niveaux d'accès, d'autorisations, de restrictions politiques. Le mythe naît de cette opacité. La lente disparition avant la destruction. Beaucoup de pertes ont lieu. Avant les incendies, avant les invasions, avant la chute officielle. Par négligence, manque de copier, changement de priorité. Alexandrie commence à perdre avant de brûler. Point ce que l'humanité a peut-être perdu. Sans exagération mythique, il est probable que nous ayons perdu des modèles scientifiques alternatifs, de technologies hydrauliques avancées, d'histoire complète de civilisations disparues, d'œuvres littéraires majeures, de cartes plus précises que celles du Moyen-Âge. La Renaissance elle-même aurait pu arriver plus tôt. Le poids du silence. Ce qui manque n'est pas seulement le texte, mais
Le raisonnement, le cheminement, l'erreur expliquée. Ce silence est irréparable. La bibliothèque d'Alexandrie n'a pas seulement perdu des livres. Elle a perdu des futurs possibles. Scribes, copistes et techniques de conservation. Comment Alexandrie fabriquait l'éternité. Une bibliothèque ne vit pas par ses livres, mais par ceux qui les copient. À Alexandrie, l'immortalité s'écrivait ligne après ligne. Le scribe, métier sacré, métier politique. À Alexandrie, le scribe n'est pas un simple copieur. Il est linguiste et critique, historien, parfois censeur. Sélection des scribes. On ne devient pas scribe par hasard. Maîtrise parfaite du grec, connaissance de plusieurs dialectes, formation philosophique, loyauté politique exigée. Copier un texte, c'est décider quelle version survivra. L'arrivée des livres, une politique agressive du savoir. Chaque navire entrant au port d'Alexandrie est inspecté. Procédure officielle. Tous les livres sont confisqués. Ils sont copiés par les scribes. L'original est conservé. La copie est rendue au propriétaire. Alexandrie ne demande pas le savoir. Elle le prend. Les rouleaux copiés portent souvent la mention. De la bibliothèque des navires. Original ou copie? Le grand paradoxe. Contrairement à notre époque, la copie peut être plus précieuse que l'original. Pourquoi? Texte corrigé. Erreurs éliminées. Variantes comparées. Alexandrie fabrique des versions critiques. La critique textuelle, une invention alexandrine. Les savants développent. Signes marginaux. Annotation. Comparaison de versions. Ils traquent. Ajout tardif. Falsification. Erreur de transmission. C'est ici que naît la philologie. Les matériaux, écrire contre le temps. Le papyrus. Fragile. Sensible à l'humidité. Durée de vie limitée. L'encre. Carbone. Gomme naturelle. Oxyde métallique. Tout est pensé pour. Lisibilité. Reproductibilité. Archivage. L'architecture au service de la conservation. Les salles sont ventilées et orientées et protégées de l'humidité. Les rouleaux sont rangés verticalement, identifiés par étiquettes classées par discipline. La bibliothèque est un organisme vivant. Classification du savoir, maître de l'ordre dans l'univers. Callimaque crée l'Épinac. Premier catalogue systématique de l'histoire. Il classe par discipline, par auteur, par origine géographique, par volume. Sans classification, le savoir est inutilisable. Traduire pour sauver. La traduction est une priorité. Exemple. Textes égyptiens traduits en grec, Torah traduite en grec, Septante, récits orientaux adaptés. Traduire, c'est sauver mais aussi transformer. Les erreurs, ennemis invisibles. Même à Alexandrie. Une lettre mal copiée, une ligne sautée, une correction abusive. Les scribes notent leurs propres doutes. Le temps contre la mémoire. Un papyrus doit être recopié. Tous les 80 à 120 ans. Sinon, il disparaît. La survie d'un texte dépend de sa popularité, de son utilité, du pouvoir en place. Censure douce et oubli volontaire. Certains textes ne sont plus recopiés, ce ne sont plus demandés, tombent dans l'ombre, ce n'est pas toujours une destruction, c'est parfois un abandon. Intrigue, le texte qui disparaît sans brûler. Un savant note. Ce traité était encore consulté il y a 20 ans. Puis, plus de copies, plus de mentions, silence total. Ainsi meurent les idées. Transmission orale vs écrite. Certains savoirs ne se prêtent pas à l'écrite, nécessitent démonstration. Automate. Médecine chirurgicale. Techniques avancées. Sans maître, le texte devient incompréhensible. Alexandrie, usine à mémoire humaine. Chaque jour, des centaines de rouleaux copiés, corrigés, classés. Une chaîne de transmission jamais égalée avant l'imprimerie. La bibliothèque d'Alexandrie ne croyait pas que le savoir était éternel. Elle savait qu'il était fragile. Et elle a tout fait pour le retenir. Incendie, destruction et mythe. Comment la bibliothèque d'Alexandrie a réellement disparu. On raconte souvent que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé en une nuit. Mais la vérité est plus cruelle, elle est morte plusieurs fois, lentement. Le mythe du grand incendie unique. Dans l'imaginaire collectif. Un feu, une nuit, des milliers de rouleaux en flammes. Ce scénario est faux. Les sources antiques se contredisant parlent d'épisodes distincts sur plus de 7 siècles. Alexandrie ne meurt pas d'un coup. Elle se désagrège. Jules César, 48 avenue Jésus-Christ, l'incendie accidentel. Scène reconstituée. Le port d'Alexandrie. Navire en feu. Cris. Chaos. Lors de la guerre civile romaine. César incendie les navires ennemis, le feu se propage aux entrepôts. Sources antiques, Plutarque, Sénèque. Évoque la destruction de dépôts de l'ivresse probablement liés à la bibliothèque. Important. Il ne s'agit pas du bâtiment principal. Mais de réserves secondaires. Résultat. Pertes importantes mais pas la fin. Après César, une bibliothèque affaiblie mais vivante.
La bibliothèque continue d'exister. Savants encore actifs, catalogues encore utilisés, enseignements toujours présents. Mais quelque chose a changé. Le soutien politique diminue. Rome contre Alexandrie, le déclin stratégique. Rome centralise le pouvoir, déplace l'autorité intellectuelle, préfère le contrôle à la recherche. Conséquence, budget réduit, moins de copies, départ de savants. La bibliothèque n'est plus indispensable. Le Sérapéum, la seconde bibliothèque. Beaucoup de savoirs sont transférés au Sérapéum, temple dédié à Sérapie. Le savoir se réfugie, mais devient vulnérable. IIIe siècle, crise et négligence. L'Empire romain traverse crises économiques et guerres civiles, instabilité politique. La bibliothèque n'est plus une priorité, n'est plus entretenue, et plus copiée massivement. Le feu le plus destructeur est l'indifférence. 391 après Jésus-Christ, la destruction du Sérapéum. Sous l'empereur Théodose, interdiction des cultes païens, destruction des temples. Le Sérapéum est détruit. Index revers pointant vers la droite, blanc, probable destruction. D'archiveste roulox des bibliothèques secondaires. Mais la bibliothèque originale n'existait déjà plus sous sa forme initiale. Hypatie, symbole d'un monde qui s'éteint. Hypatie, Yves VE siècle. Philosophe, mathématicienne, astronome. Elle enseigne encore. Platon, Aristote, mathématiques grecques. Son assassinat, 415. Marque la fin d'Alexandrie comme centre intellectuel libre. Ce n'est pas une destruction de livres. C'est une destruction d'esprit. Le mythe de la destruction arabe, 7e siècle. Une légende tardive affirme. Si les livres confirment le Coran, ils sont inutiles. S'ils le contredisent, ils sont dangereux. Problème historique. Aucune source contemporaine fiable récit écrit plusieurs siècles plus tard. À cette époque, la bibliothèque n'existait plus comme institution. Ce mythe sert des récits idéologiques, pas l'histoire. Les vraies causes de la disparition. La bibliothèque meurt par manque de soutien politique, changement religieux, déplacement des centres de pouvoir, négligence, absence de recopie, fragmentation des collections. Elle s'éteint avant de brûler. La mort lente du savoir. Un texte survit seulement s'il est copié, enseigné, utile. Sinon, il disparaît sans faisant bruit. La majorité des pertes sont silencieuses. Ce n'est pas le feu qui a détruit Alexandrie. C'est le temps, l'oubli et le choix humain. La bibliothèque d'Alexandrie n'est pas un échec du passé. C'est un avertissement pour l'avenir. Héritage, influence et renaissance, ce que la bibliothèque d'Alexandrie a transmis au monde. Une bibliothèque peut mourir. Mais une idée bien transmise ne disparaît jamais complètement. La survie invisible, quand le savoir fuit avant la chute. Contrairement à l'image d'un savoir anéanti. Une partie des textes quittent Alexandrie avant les destructions finales par les savants eux-mêmes. Ils partent vers Rome, Antioche, Pergame, Byzance, Alexandrie, Essem. Pergame, la bibliothèque rivale. Pergame développe le parchemin, copie les textes grecs, concurrence Alexandrie. Sans cette rivalité, de nombreux textes n'auraient jamais été recopiés. Rome, héritière pragmatique. Rome ne crée pas une nouvelle Alexandrie. Elle copie, compile et standardise. Les Romains héritent de la géométrie grecque, de la médecine, de la cartographie. Mais ils préfèrent l'ingénierie à la recherche théorique. Byzance, le coffre-fort du savoir grec. Après la chute de l'Occident, Byzance devient le refuge. Les moines copient Euclide, Ptolémée, Hippocrate, Galien, Aristote. Sans Byzance, la renaissance européenne serait impossible. Le monde islamique, la seconde Alexandrie. Bagdad, 9e siècle. La maison de la sagesse. Les savants arabes traduisent le grec, commentant, corrigent, développent. Ils héritent directement des méthodes alexandrinesques et la critique textuelle de la science comparée. Alexandrie renaît, ailleurs. Transmission et transformation. Apportant. Index revers pointant vers la droite, blanc, le savoir transmis n'est jamais identique. Les savants adaptant, interprétant, complète. Exemple. Algèbre développée, astronomie améliorée, médecine enrichie. Alexandrie devient fondation, pas musée. L'Europe médiévale, redécouverte tardive. Via Al-Andalusisil, traduction latine. L'Europe redécouvre Aristote, Euclide, Ptolémée. Ce qui semblait nouveau était ancien. La Renaissance, l'esprit d'Alexandrie ressuscité. Humaniste, collectionnant, traduisant, comparant. Ils reprennent la philologie et la critique des sources, l'étude du monde naturel. La Renaissance est alexandrine dans son âme. Ce qui n'est jamais revenu. Malgré tout, des milliers de textes restent perdus, de raisonnements entiers manquant de chemin scientifique sont brisés. Nous avons hérité des résultats mais pas toujours des méthodes complètes. Alexandrie comme modèle intellectuel. Ce que la bibliothèque a réellement transmis.
Interdisciplinarité, universalité du savoir-esprit, critique, comparaison des cultures, refus du dogme unique. Plus qu'un lieu, un principe. Le paradoxe final. Alexandrie voulait tout conserver. Elle a finalement appris à l'humanité que le savoir survit mieux quand il circule. Et maintenant, la question n'est plus qu'avons-nous perdu, mais que risquons-nous d'oublier à notre tour? Alexandrie aujourd'hui, mythe, mémoire et avertissement pour le futur. Alexandrie n'existe plus comme elle fut, mais son esprit traverse le temps. Son nom inspire encore la quête du savoir universel. Alexandrie dans l'imaginaire collectif. Pour le monde, un mythe, la perfection de la connaissance, elle symbole de la curiosité humaine et l'exemple de fragilité du savoir. Elle incarne à la fois aspiration, avertissement. Le mythe vs la réalité. Mythe, un incendie unique détruit tout. Réalité, disparition progressive, négligence, migration du savoir, oubli volontaire. Le mythe sert à captiver, la réalité à réfléchir. Les leçons pour aujourd'hui. Alexandrie enseigne que le savoir est fragile, le soutien politique et social est vital, la diffusion est plus importante que l'accumulation, la critique et la circulation préservent mieux que la conservation figée. Alexandrie et le monde numérique. Aujourd'hui, Internet et bibliothèques numériques égale nouvelles Alexandrie. Archivage massif mais vulnérable au piratage, perte de données et contrôle centralisé des informations. Le passé d'Alexandrie nous prévient, l'immortalité du savoir est une illusion si nous ne la protégeons pas activement. L'inspiration scientifique et humaniste. Alexandrie a uni mathématiques, astronomie, médecine, géographie, littérature et a transcendé les frontières culturelles, a montré que l'intellect humain prospère avec la diversité des idées. Aujourd'hui, vous êtes les héritiers de la bibliothèque. Chaque livre, chaque fichier, chaque idée partagée est un rouleau vivant. Protégé, diffusé, critiqué. Car le futur dépend de ce que nous choisissons de conserver. Alexandrie n'est pas morte. Elle vit dans nos choix, dans notre curiosité, dans notre responsabilité. La bibliothèque d'Alexandrie nous rappelle que la connaissance est un trésor fragile. Qu'elle exige courage, curiosité et coopération. Que nous soyons savants, enseignants, étudiants ou curieux, notre rôle est simple mais vital. Faire vivre le savoir, aujourd'hui, demain et pour tous les siècles à venir. Alexandrie n'est jamais vraiment disparue, tant que nous nous souvenons et partageons.